Dans cette session de l'ISCOM, nous avons le plaisir de recevoir Juliette Hirtz. Le sujet de cet entretien va être sur une grande cause nationale qui est celle de l'addiction aux écrans et d'une initiative lancée par Juliette qui s'appelle la fresque des écrans. Juliette, donc pendant cet entretien, sera interviewée par 4 étudiantes de l'ISCOM qui vont se présenter. Donc, bonjour Juliette, bienvenue à l'ISCOM. On va peut-être se présenter une à une. Donc moi c'est Alicia, donc étudiante à l'ISCOM depuis maintenant 5 ans et je suis à côté alternante donc dans tout ce qui est la française asset management, real estate. Alors moi c'est Philippine, pareil je suis là à l'ISCOM depuis 5 ans et je suis en alternance chez Ubique. Bonjour, moi c'est Chloé Bodino. J'ai intégré l'ISCOM l'année dernière et je suis en alternance chez Yomoni. Donc bonjour, moi c'est Dana. Donc je suis à l'ISCOM. J'ai intégré l'ISCOM cette année et donc je suis alternante au sein du groupe d'Elineo, donc dans la food. Voilà, on espère que cet entretien vous plaira et n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo YouTube et de la partager. Bonjour, donc moi je suis Juliette Hirtz. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai créé un jeu qui s'appelle la fresque des écrans. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ce que c'était, mais donc c'est un jeu qui s'inspire de la fresque du climat. Est-ce que vous connaissez tous la fresque du climat? Voilà, donc bon, juste pour rappeler le principe des fresques, c'est un atelier d'intelligence collective pour vulgariser un problème scientifique complexe sur une problématique sociétale pour faire de l'éducation citoyenne. Et nous, avec la fresque des écrans, en fait, on s'inscrit dans le prolongement de ce qui a été fait avec la fresque du numérique, que vous avez peut-être faite aussi. La fresque du numérique, c'est donc la déclinaison de la fresque du climat sur les problématiques du numérique, mais d'un point de vue purement écologique, qui sont absolument énormes. Et en tant que professionnel du digital, je vous encourage à la faire. Mais on trouvait qu'il manquait tout un volet sur ces questions d'addiction aux écrans, mais aussi les enjeux éthiques des écrans, sur ce que ça nous fait à nous en tant qu'individus, mais ce que ça nous fait à nous en tant que société. Et quand je dis on, c'est parce qu'on l'a fait à plusieurs. Donc moi, en fait, d'où je viens de la Commission nationale informatique et liberté, que j'espère tout le monde connaît. La CNIL, donc c'est une administration, une autorité indépendante qui est censée contrôler le gouvernement et également relayer toutes les règles européennes en matière de droit à la vie privée. La CNIL a eu 50 ans, donc je vous encourage également à trouver quelques articles sur le sujet parce que ça rappellera bien l'historique de cet organe qui est vraiment passionnant. C'est à la fois des questions qui sont très techniques, puisque du coup la CNIL est chargée de faire appliquer le RGPD, le règlement sur la protection des données en Europe. Pareil, bon, c'est clairement du droit barbare, etc. Mais en fait, c'est vraiment des questions derrière qui sont absolument passionnantes et que je vous encourage à les creuser par vous-même. Et donc voilà, j'étais à la CNIL auprès de la présidente pendant 3 ans et une de mes fonctions, c'était de prendre en charge toutes ces questions d'éthique du numérique. Donc j'ai lu énormément, j'ai organisé plein de colloques avec tous les chercheurs, les entrepreneurs, les juristes, etc. qui s'interrogent sur ce que le numérique fait à la société. Et l'autre personne avec qui j'ai fait ça, c'est Amélia Matar, qui elle est vraiment spécialiste de l'éducation au numérique, en particulier des jeunes enfants, qui a créé une start-up qui s'appelle Colori, sur laquelle il y a plein de trucs à faire aussi en com. Ça peut vous intéresser de regarder plus particulièrement cette boîte. Et on s'est associé avec une chercheuse qui s'appelle Marie Danet, qui est vraiment spécialiste des écrans dans les familles, et elle est maîtresse de conférence à l'université de Lille. Voilà pour le topo global. La question déjà que je voulais poser, donc à partir de quel moment ou de quel facteur on peut déterminer qu'on est addict aux écrans? Alors la question de l'addiction, elle est vraiment très complexe parce que à l'heure actuelle, dans les débats, en tout cas que moi j'entends et auxquels parfois je participe, il y a vraiment des études qui vont prouver tout et leur contraire. Mais je ne suis pas médecin moi-même, mais ce que j'entends des médecins qui répondent à cette question, c'est que déjà l'addiction, c'est un vrai trouble
qui est prouvé scientifiquement. Donc, pour être addict, il faut un certain nombre de critères qui ne sont pas remplis par les écrans. Donc, d'un point de vue purement médical, on ne peut pas être addict aux écrans. Néanmoins, les écrans mettent donc tout un système de captation de l'attention qui fait qu'on y revient tout le temps. Et donc après, en fait, je mets au défi quiconque de se dire, de nous prouver qu'il arrive à résister à tous ces systèmes de design d'attention qui sont ne serait-ce que les stories, les notifications, les systèmes de vibration, les couleurs, etc. Il y a voilà toutes ces questions de d'UX design en fait fait que on est sans arrêt appelé par notre téléphone et nos écrans aussi. Mais le dans ce cas-là, c'est quand même le smartphone qui est le pire ennemi entre guillemets. Et donc après, du coup, moi j'ai envie de dire la question de l'addiction. Elle est libre à chacun, mais en fait, c'est à partir de quand vous vous rendez compte que vous n'êtes plus libre de faire vos choix vous-même, en fait. Et ça, même moi qui suis extrêmement éduquée sur ces sujets, à chaque instant, je me rends compte que je reviens à cet outil parce qu'en fait, je suis fatiguée, c'est un passe-temps facile. Et donc plutôt que la question de l'addiction, ça c'est aussi un des gros aspects de la fresque que j'ai pas forcément développer, mais du coup merci de me poser la question, c'est aussi l'éducation émotionnelle. C'est qu'en fait ce qui est très important quand on prend son écran, c'est de se dire attendez là, qu'est-ce que je suis en train de faire et en fait qu'est-ce que je ressens. Et donc là il y a un parallèle que j'aime bien faire entre l'arrêt de la cigarette et l'écran, c'est qu'en fait là je constate que je prends mon écran, je constate que je suis en train de scroller. Premièrement, est-ce que vraiment ça m'apporte quelque chose? 9 fois sur 10, c'est quand même généralement des vidéos de chatons qui sont certes mignonnes, mais qui vont rien vous apporter dans votre vie. Et donc, en fait, c'est après de se dire, bon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que je suis? Est-ce que là, j'ai un besoin de détente qui est légitime et je peux m'accorder X temps, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, selon les désirs de chacun? Ou est-ce que c'est pas non, c'est parce qu'en fait, là, je suis dans le métro, je suis fatiguée, j'ai envie de passer mon temps, bah, est-ce que je pourrais pas lire un livre? Est-ce que je pourrais pas écouter de la musique? Et est-ce que enfin voilà, c'est interroger le besoin, interroger l'émotion, interroger le besoin et interroger la stratégie derrière. Donc ça, voilà, c'est une éducation émotionnelle aussi qui peut paraître un peu bateau, mais qui est quand même au cœur de cette question de la manipulation. Et en ce qui concerne après le temps d'usage des écrans, pour toi, à partir de quel moment est-ce que ça devient entre guillemets dangereux pour n'importe quel individu? Alors, ça, c'était une question. Enfin, déjà, c'est pas à moi de donner une réponse vraie ou fausse. Après, ce qui est intéressant, c'est déjà de regarder les enquêtes sur le temps passé, enfin nos temps de consommation. Donc, il y a une étude sur laquelle nous on s'est basé, qui est faite chaque année, qui s'appelle le baromètre du numérique, qui est donc faite pour plusieurs institutions nationales. Elle est disponible sur le site de l'Arcom et de l'Arcep, si je dis pas de bêtises. Ce sont donc voilà les régulateurs en gros des médias et du numérique. Et la dernière étude qui est publiée disait que aujourd'hui, un Français passe en moyenne 32 heures par semaine sur ses écrans, ce qui correspond à 1/3 de sa vie éveillée. Donc après, il y a un temps nécessaire qui est celui de la vie professionnelle. Mais voilà, on voit bien que la question en fait c'est toujours comme toujours dans l'usage de la technologie, on peut pas trancher d'une manière brutale en se disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et donc en fait dans ce qu'on voit dans le baromètre du numérique, c'est que en fait les écrans aujourd'hui grignotent de plus en plus nos temps de loisirs. Ça se fait premièrement au profit, enfin plutôt ça pénalise tout un tas d'autres loisirs comme la lecture, les temps de lecture. Quand on sait les bénéfices qu'ont la lecture sur le cerveau, on peut se demander effectivement si c'est pas problématique. Et après, du coup voilà, ça se fait aussi aux dépens de l'observation même du monde extérieur. Et après, il faut regarder concrètement ce qu'on fait de nos écrans quand on est dans ces petits moments d'interstice, par exemple dans le métro, etc. Enfin, en fait, le truc, c'est que nos écrans, on a tendance à s'y tourner quand même très rapidement.
Et donc, la question, à la limite, c'est pas tant combien de temps j'y passe, etc., parce qu'on peut avoir des usages très intéressants des écrans. Les écrans, et nous, c'est le point de départ vraiment qu'on veut rappeler, on n'est pas là pour diaboliser. Un écran, ça sert à garder le lien avec des amis très chers ou de la famille qui vit à l'autre bout du monde. Ça sert à vous apprendre quelque chose. J'ai un exemple de mon neveu qui a 10 ans qui est devenu une bête des échecs parce qu'il a appris tout seul sur YouTube. Un écran, et ça, bon, je leur dirai à plusieurs reprises, mais ça peut très bien, par exemple, l'intelligence artificielle, qui est un de mes grands sujets du moment, ça sert à la fois à détecter plutôt des cancers et avoir un vrai impact dans la recherche médicale, mais ça sert aussi à faire de la manipulation d'élections. Et là, on a un dernier exemple qui vient de se passer en Slovaquie, où il y a encore l'extrême droite qui est montée au pouvoir suite à une fake news qui a été propagée par les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait et quel esprit critique on arrive à avoir sur nos écrans, et notamment est-ce qu'on est suffisamment informé pour déjouer certains pièges que je peux poser ici tout de suite, mais qu'on aborde justement pendant la fresque. Déjà, la première des choses, c'est de bien comprendre comment fonctionne l'économie de l'attention, comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionne tout le contenu qui nous est poussé, et du coup, comment on fait, nous, pour pas tomber dans des pièges qui sont extrêmement durs à déjouer. Parce que tout simplement aussi, je pense qu'on a une propension, à vouloir s'occuper, etc. Mais donc voilà, ça nécessite quand même d'avoir un esprit critique fort, d'être énormément éduqué et informé sur ces sujets pour pouvoir rester libre. Et toute la question des écrans, c'est vraiment la question de notre libre arbitre, en fait. Ça, j'imagine que vous le savez, mais un enfant ne doit pas être derrière un écran avant 3 ans. C'est le psychiatre Serge Tisseron qui est le plus au fait du sujet. Donc il y a la règle des 3, 6, 9, 12. Donc pour les enfants, il y a l'enjeu d'avoir une éducation au numérique très importante. Ceci étant dit, après, ce qui va faire que dans les médias, souvent, quand on diabolise les écrans, on va montrer des enfants qui sont complètement enfermés, recroquevillés sur eux-mêmes, etc., parce qu'ils sont toute la journée derrière un écran. Le problème n'est pas l'écran, mis à part tous les soucis que je viens de vous dire, le problème est plutôt qu'en fait, il n'y a pas d'environnement familial derrière. Et donc, ce que dit très bien Serge Tisseron, c'est qu'en fait, à partir du moment où on met en place un métadiscours sur l'écran, en fait, on va être capable d'avoir une pratique réflexive sur ce qu'on voit, d'en parler avec soi, avec son entourage. Et donc là, un écran peut tout à fait être une fenêtre sur le monde, et c'est d'ailleurs ça qu'on veut pousser. En fait, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'être responsable sur ce qu'on fait de ces écrans. Et donc, vous, pour votre cible d'âge, je pense que le meilleur exemple, c'est quand vous êtes sur Instagram. Est-ce que vous scrollez pendant des heures? Est-ce que vous sentez que vous êtes prisonnier du scroll infini, qui est une technique qui a été sciemment pensée par des designers des GAFAM pour nous rester captifs? Parce qu'en fait, derrière, du coup, tout simplement, vous êtes dans un modèle où si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est exactement le cas sur Instagram. Mais bon, voilà, ça, c'est le volet 2. Là, je commence à voir le volet 2 qui est le fonctionnement de cette économie de l'attention. J'imagine que c'est des concepts que vous connaissez déjà et dans le numérique, mais c'est important de bien les reposer. Et après, dans un troisième temps, là, j'en viens plutôt aux conséquences politiques. Donc, ça va être les questions de manipulation des élections, les questions d'éducation, d'influence, etc. Mais après, même d'un point de vue, plus technique, là, si j'oublie, les logiques politiques pour rester plus sur des logiques technologiques, ces outils ne sont pas neutres. Donc, il y a tout un tas de discriminations ensuite qui peuvent être favorisées par ces outils. Je vous prends l'exemple le plus connu qui est celui d'une IA de recrutement. Elle va avoir tendance à reproduire des inégalités puisqu'elle va fonctionner sur une base de données qui est déjà biaisée à l'origine.
Et donc, les minorités, les femmes, etc., peuvent être éternellement enfermées dans des inégalités qu'il faut pouvoir repérer et combattre. Et ensuite, donc tout ça, c'est la question des discriminations, qui est très complexe parce que parfois les fabricants de technologies n'ont pas forcément conscience eux-mêmes de cette question. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'éthique by design, de bien justement être sensibilisé, informé à ces questions pour concevoir d'emblée des outils qui vont déjouer ces pièges. Et après, voilà, il y a aussi toute la question, si on est sur les inégalités hommes-femmes, de l'éducation aux sciences, puisque la tech, et là je parle surtout de qui est derrière et fabrique ces objets, reste un milieu masculin, et donc là c'est un autre grand sujet sur lequel je travaille, mais qui est la désirabilité des sciences pour les filles. Et donc ça, voilà, on est aussi sur des questions vraiment énormes de justice sociale, représentativité de la science, parce que si les femmes ne s'emparent pas de ces questions, en fait, c'est aussi pour ça qu'on reste enfermé dans un monde masculin, je le mets avec des guillemets. Et voilà. Et puis un dernier aspect que j'ai oublié, mais que on pourrait mettre dans le politique, c'est aussi la question du monopole économique qui se met en place. Parce que voilà, je vais pas m'étendre, mais c'est toute la question des GAFAM. Et donc tout le sujet de ces technologies, en fait, premièrement, c'est de poser le cadre de régulation. Donc pour le moment, il y a que l'Europe qui l'a fait avec le RGPD, mais il y a des réflexions à l'échelle mondiale qui se mettent en place. Enfin, je caricature parce qu'il y a quand même plein d'autres pays qui ont posé leur cadre, mais le premier et le plus important est celui de l'Europe. Néanmoins, l'idée n'est pas de tuer l'innovation, parce qu'encore une fois, il y a aussi une part de progrès qui est absolument importante dans ces outils. Et deuxièmement, c'est donc la question de l'éducation, puisque la question portait plus particulièrement sur les temps de loisirs. Et donc après, je ne peux que conseiller de faire une fresque, puisqu'après on apprend à déconstruire sur cette partie action. Donc je peux vous raconter concrètement ce qu'on va faire dans ce deuxième temps de la fresque. C'est qu'en fait on va apprendre à catégoriser nos usages des écrans pour être capable de déterminer ceux qui nous sont utiles, ceux qui nous sont futiles, et ensuite d'être capable de mettre en place des stratégies d'autorégulation. Donc il y en a plein, je peux vous en donner quelques-unes pour que déjà vous puissiez les mettre en place là à la fin de cet échange. Par exemple, c'est s'engager à mettre un minuteur. Si on fait des jeux, et y compris dans le métaverse, être capable de pouvoir s'en tenir à une partie, c'est extrêmement dur. Avoir des temps sans écran, donc s'obliger à éteindre son téléphone portable de telle heure à telle heure, avoir des lieux sans écran, par exemple s'interdire d'avoir le téléphone portable dans la chambre, de décider qu'il y a un lieu pour le téléphone portable dans le salon, de la même manière qu'à l'époque on avait un téléphone fixe qui ne bougeait pas. Après vous avez plein d'applications qui sont super, justement qui font des limites de temps d'écran naturelles. Vous pouvez choisir de passer votre téléphone portable en noir et blanc, parce que ça, déjà, ça va casser toute la logique de stimulation sensorielle qui est pensée par les développeurs d'interface. Donc voilà, là, c'était pour toute cette comment on prend en compte du coup les usages qui ne nous servent pas. Ensuite, après, il y a toutes les questions évidemment de cybersécurité. Je vais pas trop rentrer là-dedans, mais après voilà. Après, c'est le deuxième point, c'est développer sa citoyenneté, et donc essayer de comprendre cette question de la manipulation des écrans qui est quand même réelle et terrifiante. Et là, c'est s'obliger à s'éduquer aux médias, à comprendre quand je lis un article qui l'a écrit, d'où ça vient, qui parle. Quel est le média derrière et quels sont ses intérêts politiques? Deuxièmement, est-ce que c'est là pour
en gros devenir viral, ou est-ce qu'il y a vraiment un traitement scientifique, journalistique sérieux derrière. Toute la question de la désinformation aujourd'hui est extrêmement sensible. Et puis après, il y a voilà ce que je vous disais. Là, je vois qu'il y a une majorité de filles dans la salle. Le féminisme aujourd'hui, ça passe aussi par se réapproprier ces champs qui ont été délaissés par les femmes. En particulier, là, je pense que si vous êtes dans la com, comme moi je l'ai été, vous êtes tous plutôt a priori partis sur des études littéraires, mais ça c'est intéressant de le déconstruire aussi. Pourquoi vous avez choisi littéraire? Je vais passer assez vite là-dessus vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est des questions qui sont vraiment hyper importantes et une fois qu'on en prend conscience, on se rend compte que tous ces sujets-là, qui sont des sujets techniques, qui sont des sujets politiques, qui sont des sujets scientifiques, non seulement ils sont passionnants, mais en plus c'est crucial que les femmes aient leur rôle et leur place et leur mot à dire dedans, parce qu'en fait très concrètement, et je vais rester sur des exemples volontairement bateaux, mais l'exemple numéro 1 c'est les toilettes publiques. Pourquoi est-ce que les filles font la queue pendant des heures alors que les garçons n'ont jamais la queue dans les toilettes? Bon bah ça, vous voyez, c'est un truc de votre vie quotidienne. En fait, à la base, c'est une question technologique, c'est une question scientifique, parce qu'en fait, si on était parti sur des données beaucoup plus sourcées sur le temps que chacun met, etc., peut-être qu'on aurait construit nos espaces différemment. C'est vrai pour les médicaments, c'est vrai pour la technologie, etc. Il y a un excellent livre qui s'appelle Invisible Data, si je me souviens bien, je retrouverai la référence, mais qui vous explique justement ce que la data, la donnée, fait concrètement à notre société et pourquoi c'est en défaveur de l'égalité homme-femme. Voilà. Donc bon, là je vous donne plein d'exemples en vrac, mais c'est pour vous montrer que voilà, cette question du numérique, elle est vraiment riche et passionnante. Elle est pas du tout incompatible en plus avec le fait d'aimer réellement toutes les problématiques littéraires, parce que après la question ça va être justement comment je fais le lien avec tout ce qui est hors écran. Et on va dire que face à l'écran il y a la question du livre qui est quand même celle qui est le plus mise en danger aujourd'hui aussi par nos pratiques de loisirs, et donc après voilà, là c'est aussi ça, en vous ouvrant à toute cette réflexion aussi sur quelle société on va avoir demain, et notamment toutes les problématiques écologiques liées au numérique, vous pouvez aussi ensuite vous réapproprier la question de qu'est-ce que je fais de mon temps libre hors écran, comment je l'utilise, qu'est-ce que j'en fais, quel est mon lien aux autres, etc. Et voilà, donc ça c'est en gros là on voudrait vous emmener à la fin de la fresque. Comment en fait aujourd'hui on présente l'atelier, cet atelier de la fresque des écrans aux adolescents? Donc la fresque des écrans, déjà c'est pas vraiment un jeu de société, hein. C'est vraiment un jeu d'intelligence collective. Le but c'est avant tout de discuter et de réfléchir ensemble. Ça se passe en 2 temps. Je vais d'abord présenter le fonctionnement du jeu. Le premier temps, c'est un temps de prise de recul et de compréhension des questions sociétales problématiques qui se posent aujourd'hui avec cette transformation extrêmement rapide du numérique qui vient bousculer complètement nos usages individuels, que ça soit dans la manière de nous parler, dans la manière de consommer nos loisirs, mais plus grave, la manière d'avoir accès à nos services publics, avoir accès au monde professionnel. Et donc voilà, sur un premier temps, on va prendre du recul et brosser un tableau qui peut être un peu noir. Ensuite, dans un deuxième temps, on va cette fois-ci réfléchir à comment être nous, ce qu'on aime dire, c'est comment passer d'un consommateur passif à un citoyen actif pour mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques pour rester, que la technologie reste un outil et que nous ne soyons pas manipulés par la technologie. Donc après, effectivement, c'est un atelier qui se décline du CM1 à l'âge adulte. J'ai envie de dire, la manière dont on la présente aux adolescents, elle est assez simple, parce que nous, ce qu'on aimerait surtout, c'est passer dans le cadre scolaire. Donc, la plupart du temps, c'est pas eux qui choisissent de faire l'atelier, c'est nous qui allons à eux. Après, nous, ce qu'on aime faire, c'est partir des usages.
personnel. Donc après, c'est une fois qu'on est dans l'atelier, en fait, peu importe l'âge que vous avez, la question c'est de réfléchir à vos usages. Donc la fresque des écrans, en réalité, ça se prête aussi bien avec des jeunes ados qui sont plutôt enclins à faire du jeu vidéo dès que possible, avec, j'imagine, votre âge, c'est plutôt les réseaux sociaux et toute l'incidence que ça peut avoir dans vos vies. Et voilà, pour des cibles plus âgées, déjà après il y a la question de la parentalité qui devient très complexe dans le rapport aux écrans. Et voilà, après il y a toutes les questions. Je pense qu'en vieillissant, on y est de plus en plus sensible, de surveillance de la vie privée, des questions politiques, etc. Du coup, après votre intervention auprès des jeunes, est-ce que vous ressentez une prise de conscience de leur part? Alors ça, c'est justement une question très intéressante. On est donc déjà la première chose que je voudrais dire, c'est que on essaye d'être le plus scientifiquement vérifié possible. Donc là, il y a une étude d'impact qui est en train d'être mise en place auprès de primaires et collégiens pour qu'on arrive à mesurer à long terme, d'un point de vue scientifique, l'impact de nos ateliers dans leur pratique numérique. Donc ça, c'est en cours. C'est fait justement par Marie Danet, qui est maîtresse de conférence à Lille. Et on fait ça en partenariat avec e-Enfance, qui est l'organisme... voilà, c'est une association, mais qui est quand même reconnue et poussée par l'État. Et donc, ensuite, nous... on a quand même envie aussi d'aller dans les banlieues défavorisées en priorité. Amélia Matar, donc de Coloris, elle vient de Bondy et elle a une vraie vision de justice sociale aussi sur ces banlieues défavorisées. Et donc on a notamment mis en place un partenariat avec Orange, qui a tout un tas de lieux dédiés à l'inclusion numérique dans le 95. Et donc là, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe parce que il y a des fois très clairement on est tombé sur un groupe. C'est pas systématiquement moi qui anime, hein, c'est comme les fresques du climat. Maintenant, on a 30 fresqueurs et après ils nous font des comptes rendus, mais du coup, je suis pas là à chaque fois pour voir. Mais en tout cas, on a eu un retour qui nous est remonté qui disait que il y a eu un atelier où par exemple les jeunes mangeaient devant leur écran le midi et ils ne voyaient pas le problème de ne jamais se parler en famille en fait, parce que pour eux c'était chacun mange derrière un écran et il y a plus de dialogue. Donc là la fresqueuse, l'animatrice nous a dit qu'elle avait été un peu désemparée parce que elle avait pas forcément eu l'impression que ça résonnait. Après, c'est aussi ça le rôle de l'éducation, c'est que en fait on plante des petites graines. Peut-être que là, ce qu'on est en train de se raconter, il y a certaines choses qui vous passent un peu comme ça dans l'oreille, mais ça se trouve dans 2 ans vous repenserez à l'échange qu'on a eu. Donc c'est aussi parier sur le long terme. Et après, à l'inverse, on a la plupart du temps ça se passe très bien. Donc là, notamment, on va avoir tout un plan de développement auprès de classes SECPA. Et en fait, ce qui est intéressant et qu'on essaye de favoriser dans la fresque, c'est que justement, en faisant de l'intelligence collective, en allant essayer de créer du débat, ce qui est intéressant, c'est que ça oblige à travailler déjà de la réflexion personnelle qu'on n'aurait pas forcément eu sans ce cadre. Ensuite, ça oblige à travailler l'oral, le débat, l'argumentaire, etc. Et donc, ça commence déjà à mettre en place cette fameuse logique de méta-discussion, de discuter sur ce qu'on est en train de faire, qui est déjà le premier moyen de reprendre un peu le pouvoir sur nos usages. Donc voilà ce que je peux dire en tout cas sur les différents publics. Après, moi, j'ai fait des ateliers avec des publics très très jeunes et ça marche assez bien aussi. Il faut adapter parce que bien évidemment, les CM1, ils vont pas avoir de téléphone portable, quoique les chiffres sont quand même vraiment affolants. Les enfants peuvent avoir des téléphones dès 6 ans et la moyenne en Europe, c'est 9 ans. Donc c'est quand même très très tôt. Donc voilà. Après il y a une question d'adaptation, mais curieusement parfois plus les enfants sont petits, plus c'est facile en fait de discuter avec eux. C'est plutôt l'âge du collège où ça devient compliqué. Mais après même au sein des jeunes, on a remarqué qu'il y avait quand même une différence entre les jeunes adultes et les collégiens, jeunes lycéens.
parce que eux ont déjà fait un travail, par exemple, de sortir ne serait-ce que de la captivité à TikTok, alors que le collège, ça peut être très compliqué. Et dans un monde idéal, ce qu'on aimerait, ça serait que ça soit des jeunes adultes ou des lycéens qui animent des fresques pour des collégiens. Voilà, donc pareil, si ça vous intéresse, on pourra s'en parler. Et même si là, on n'a pas trop le temps forcément de poursuivre la discussion, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à ce sujet. De quelle façon, en fait, vous pouvez promouvoir la fresque des écrans à travers les professionnels et les jeunes? Ben, j'ai envie de vous retourner la question en tant que professionnel de la communication. C'est plutôt à vous de me donner des idées, que je suis preneuse si vous en avez. Pour le moment, on est encore au début. Donc nous, déjà, dans un monde idéal, ce qu'on aimerait, c'est être reconnu par l'éducation nationale et faire partie du catalogue de formation des professeurs. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place en ce moment. Par exemple, vendredi prochain, je vais aller former tous les profs d'un lycée à Clamart. Pour les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à ces sujets parce qu'en fait, dans les entreprises, on a beaucoup de parents. Donc on essaye aussi d'aller sensibiliser cette double cible parents et responsables du numérique. Après, nous, équipe organisatrice de la fresque des écrans, on est quand même une toute petite équipe. On ne gère pas que la fresque, puisque comme je vous disais, je fais ça avec Amélia Matar qui gère toute la société Coloris. Donc, je fais un appel du pied, mais je pense qu'elle serait ravie de dire que elle recrute régulièrement des stagiaires ou des jeunes postes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez même la contacter sur LinkedIn et je pense qu'elle vous recevra avec beaucoup de joie. Du coup, merci Juliette pour cet échange très instructif sur la fresque des écrans et sur l'impact des écrans dans nos vies.